Bonjour et merci de votre présence. Donc je suis de Michelet, je suis corrézien, mais je ne travaille pas en Corrèze. Je n'ai jamais fouillé, enfin sauf quand j'étais lycéen, il m'est arrivé d'aller sur des chantiers, effectivement dans ce département et dans le Lot, mais je travaille professionnellement depuis toujours et uniquement donc en Amérique, au Mexique et un peu au Guatemala aujourd'hui. Je vais vous parler de ces régions-là, bien entendu. J'ai l'impression que votre festival est colonisé par notre laboratoire, puisque ce matin, vous avez entendu mon collègue Stéphane Rostin, que je connais depuis je ne sais combien de dizaines d'années. On n'a jamais travaillé ensemble parce qu'il travaille sur la partie sud du continent américain, mais on fait partie du même laboratoire. Donc l'Amérique est à Nonard aujourd'hui, et demain encore, je crois. Voilà. L'Amérique vient à Nonard pour vous parler un petit peu donc, des anciennes populations et de la façon dont on essaye de les reconstituer. Alors, je vais proposer donc que ce soir, on regarde ensemble un thème dont vous avez probablement entendu parler par la presse, parce que il y a eu, alors ça va marcher, un buzz, ce qu'on appelle aujourd'hui un buzz, c'est-à-dire un bruit médiatique. C'est ici une reproduction de la demi-page du Figaro. Certains d'entre vous lisent le Figaro, d'autres pas. Mais Le Monde, c'était la même chose. Mais enfin, il y a eu toute une série d'articles qui nous indiquaient qu'on venait de publier la découverte de dizaines de milliers de vestiges dans cette forêt. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les basses-terres, et ce qui nous posait un vrai problème, c'est que les Mayas classiques sont installés dans des basses-terres, des terres qui ont des altitudes qui montent jusqu'à 300 mètres grosso modo, mais pas beaucoup plus, et que dans la partie centrale en particulier, c'est une grande forêt tropicale. Ce matin, je suppose que Stéphane nous expliquait que les forêts primaires, ça n'existe quasiment plus. C'est la même chose chez les Mayas, puisqu'il y a des gens qui y ont habité pendant des siècles, et le fait d'y habiter, ça a laissé des traces, bien entendu, mais elle s'est reconstituée. Et dans les basses terres centrales, la forêt qu'on a, elle peut varier un petit peu en composition et en altitude, mais dans le secteur où je travaille actuellement, tout à fait avec une équipe, la moyenne des hauteurs des arbres, c'est 35-40 mètres. Donc ça nous fait un couvert végétal, vu d'avion, une espèce de mer végétale sous laquelle on ne voit pas grand-chose. Et donc, il y a eu, il y a 2 ans, le lancement d'un programme dont je vais vous parler un petit peu en détail, qui consiste à appliquer une technique bien particulière de détection des vestiges archéologiques à travers la forêt. Un collègue utilisait une image, c'est comme si vous posiez un défoliant qui anéantirait la forêt de façon à voir, vu d'en haut, la totalité des vestiges archéologiques qui sont présents en surface. Donc vous voyez des dizaines de milliers de ruines mayas découvertes. On savait qu'il en existait beaucoup. Le fait de pouvoir aujourd'hui utiliser une technique qui nous permet de retrouver beaucoup plus de choses change un tout petit peu les dimensions et les perspectives. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin, mais la précision de cette technique qu'on a appliquée chez nous, là, récemment, dans le cadre de ce programme collectif, c'est de l'ordre de 30 cm. Tout ce qui a une dénivelée de 30 cm est visible sur l'image que vous récupérez. Même ce bac à fleurs, là, vous risquez de le voir apparaître sur l'image, parce que ça fait plus de 30 cm de haut par rapport à tout ce qu'il y a autour, qui est le pré lui-même. Donc, on a des techniques extrêmement performantes et ça va nous permettre effectivement d'avancer beaucoup dans la connaissance.
Alors, le point de départ de tout ça, pourquoi toute la presse française, tous les journaux télévisés, etc. en ont parlé, c'est parce que ce même 28 septembre, nous on avait préparé ça évidemment dans les mois précédents, la grande revue américaine Science a publié un article dont vous voyez ici la première page, et qui a pour titre donc la complexité des bastères mayas, donc révélée par cette technique donc, de prospection aérienne par lidar ou par laser, si vous voulez. Juste sur la frontière du Guatemala, mais déjà au Belize, donc du côté Caraïbes, les basses-terres centrales. Et vous voyez, le titre, c'est « Du laser dans la jungle » qu'ils ont utilisé. Et c'est un article assez court, très bien illustré, où il y a eu beaucoup de travail sur les illustrations qui a été proposé, et qui indique ce qu'ils ont fait et les résultats qu'ils ont obtenus. Et ça date de 2010, c'est-à-dire il y a quasiment... la publication date de 2010, le travail avait été fait en 2009. Donc, c'est pas faire le buzz aujourd'hui, d'accord, mais c'est pas une nouveauté absolue, puisqu'on avait déjà pas mal d'informations. Alors, ce site-là, les collègues en question, en 2010, ça faisait juste 25 ans qu'ils y travaillaient. Et en 25 ans, en étant au sol, pas en vision aérienne, ils avaient fait une cartographie de 15 km². C'est déjà pas mal. 15 km², c'est 3 par 5. Vous voyez, 3 km d'un côté, 5 par de l'autre. Bon, ça couvre un certain territoire. Mais là, ils ont eu la possibilité de faire du lidar. Et ils avaient obtenu des fonds un peu exceptionnels, parce que le lidar, à cette époque-là, maintenant c'est un peu moins cher, ça coûtait presque 1000 $ du kilomètre-carré. Ils ont fait 130 km². Donc il fallait avoir 120 000 $, grosso modo, pour pouvoir faire ce travail-là, qu'ils sont arrivés à faire. Et les vols qui ont survolé leur site ont duré 4 jours. En 4 jours, ils ont obtenu, et plus évidemment ensuite un certain nombre de mois de travail en laboratoire, évidemment, parce qu'il faut travailler toute l'imagerie qu'on récupère, ils ont récupéré 8 fois ce qu'ils avaient fait en 25 ans. C'est-à-dire 4 jours d'un côté, 25 ans de l'autre, et évidemment, et beaucoup moins cher finalement, même si vous payez 1000 $ le kilomètre-carré, quand vous faites 25 ans de travail, il faut payer les gens pendant 25 ans, et ça finit par coûter beaucoup plus cher. Bon, alors je vous montre quelques éléments extraits de cette première étude pour que vous voyez un petit peu le contexte. Voilà à quoi ressemble le trajet de l'avionnette. Là, ils ont utilisé un avion. Dans certains cas, on utilise aussi des hélicoptères. On peut même aujourd'hui utiliser sur certaines zones assez petites des drones. Mais en l'occurrence, c'était des avions, des avionnettes, un Cessna tout simplement. Nous, on a utilisé un avion un peu plus gros là, donc en 2016. Et là, il volait à 650 mètres d'altitude. Et toutes ces espèces de petits fils, là, que vous voyez, comme si c'était une pièce de textile, eh bien, c'est les trajets parcourus par le Cessna pour couvrir. Et chacune de ces lignes, donc, en arrivant au sol, représente une bande d'une largeur de 450 mètres. Hein. Donc, c'est assez impressionnant de voir comment on couvre le territoire. Et bien entendu, la localisation exacte, elle dépend bien entendu du GPS. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est devenu fiable le jour où on a eu le couplage entre l'émission de la lumière et le GPS. Et voilà, alors, défoliant, on disait tout à l'heure, on élimine, vous avez vu tout à l'heure les photos d'hélicoptères, on voit rien. Vous avez votre défoliant artificiel sur votre ordinateur, c'est-à-dire les filtres qui vous permettent d'éliminer le couvert végétal, et voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez une série de collines, mais souvent au sommet des collines, il y a des choses. Et puis vous obtenez ici une pyramide. C'est la pyramide principale du site, qui fait, je crois, 80 mètres de côté à la base. Vous obtenez, regardez,
vous obtenez une chaussée, ici, vous voyez l'impression. Vous obtenez une autre chaussée ici. Vous obtenez un creux dans cette espèce de vallée. C'est un réservoir. Donc, vous voyez comment, tout d'un coup, il apparaît des choses assez fabuleuses. Et là, il s'agit, et puis là, évidemment, on a toute une zone dont on savait très bien à l'origine, parce que ça, c'est l'endroit où les archéologues travaillaient depuis très longtemps, qui est un palais royal. Ce site-là, il est fondé vers 500 avant Jésus-Christ. Il va être occupé jusqu'en 850 à peu près après. Donc, c'est une très longue occupation, il ne s'est pas construit en un jour. Et donc, bien entendu, sur cette image, il y a des éléments qui ne sont pas forcément complètement contemporains. C'est un de nos grands problèmes, parce que vous faites du lidar ici, et vous récupérez tout. Vous récupérez des choses qui sont éventuellement gallo-romaines, des choses du XVIIe siècle, et des choses d'aujourd'hui. Donc, sur l'image lidar, évidemment, vous avez une espèce de superposition pour ceux qui font de l'informatique, et en particulier de l'Illustrator. C'est comme si vous mettiez toutes vos couches sur une seule. Vous mettez absolument tout ce qu'il y a sur le même plan. Bon, alors ça c'est un traitement simple, mais c'est déjà extrêmement efficace. Dans le même article, il nous montre qu'on peut faire d'autres choses à partir des mêmes images. Et voilà ce que ça donne si on prend un autre type de traitement et si on bascule pour avoir de la 3D. Vous voyez, c'est exactement le même secteur. La pyramide principale, alors il n'est pas orienté de la même façon. La pyramide principale, vous vous rappelez, elle était là tout à l'heure. Là, elle est ici. Voilà la place devant. Voilà la zone des palais. Et regardez, par exemple, le bassin, il est là. Le réservoir, il est là. Et ici, on le voit un peu moins bien ici, on a une chaussée. Donc, et ce qui apparaît beaucoup mieux, par exemple, sur celui-ci, c'est que regardez toutes les pentes. Il y a des terrasses partout. Alors, les collègues qui travaillaient sur le terrain depuis très longtemps avaient enregistré des centaines et des centaines de terrasses, en particulier des terrasses agricoles, en fait. Mais ils n'avaient pas une idée de l'ampleur complète de ce que ça représentait. Ils savaient que le site s'étendait très loin, parce qu'ils avaient fait des prospections à pied. Par exemple, les chaussées, ils avaient enregistré 40 kilomètres. Mises bout à bout, toutes les chaussées qu'ils avaient parcourues et enregistrées, ils savaient que ça couvrait déjà plus de 40 km de long. Mais sur les terrasses, ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Et alors, le jour où ils sont passés de 15 km² à 130 km², ça a été vraiment une révélation complète de ce qu'on pouvait effectivement avancer. Donc, vous voyez que le lidar, même sans retourner tout de suite sur le terrain, nous ouvre des tas de perspectives à partir du moment où on se pose des questions et qu'on cherche à les résoudre. Voilà l'image quasi finale, c'est notre zone, alors avec à nouveau tout ce qui est agricole en rouge, tout ce qui est intervention dans les zones humides en bleu, plus les grandes chaussées, les petites chaussées on n'a pas vu parce que ça rendait la lecture impossible, et puis même si vous regardez de près, mais là c'est un peu petit, vous avez ces centres de pouvoir secondaires, les points rouges et les points verts. Alors voilà, donc, mais je pense qu'on a sous-estimé la variabilité au moment de faire des exploitations. Quand vous passez de 2000 km² à 95 000, en vous disant les chiffres qu'on obtient sur 2000, on peut les transposer pour les passer à 95 000, c'est là qu'à mon avis, on est vraiment